19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. La 49e conférence de l'Okoko en soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son droit inaliénable à l'autodétermination a pris fin ce soir à Paris. La conférence a pris connaissance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies et dénonce l'interprétation tapageuse qu'en a fait le Maroc. Dossier à suivre dans ce journal. L'Algérie affirme la nécessité de permettre au peuple sahraoui de jouir de ses droits historiques. Génocide à Raza, 2 enfants tombent en martyrs sous les balles des forces sionistes à Khan Younes. Dans cette édition également, focus sur ce chiffre communiqué par les Nations Unies. Plus de 1000 Palestiniens ont été assassinés par les forces sionistes et les colons en Cisjordanie occupée en 2 ans. Et puis nous reviendrons sur ces 2 explosions de pétroliers battant pavillon gambien en mer Noire à proximité des côtes turques, 2 attaques revendiquées par Kiev. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, la 49e conférence de l'Okoko en soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son droit inaliénable à l'autodétermination et à son émancipation coloniale pour l'indépendance a pris fin ce soir à Paris. La conférence a pris connaissance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité du 31 octobre 2025 et dénonce l'interprétation tapageuse qu'en a fait le Maroc. Cette résolution confirme le mandat de la MINURSO, reconnaît le Front Polisario, seul représentant du peuple du Sahara occidental, et dit clairement que l'ONU se doit de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, permettant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. La conférence a dénoncé les manœuvres dilatoires de la Commission européenne qui tente d'imposer un accord de partenariat avec le Maroc contraire à l'arrêt de la Cour européenne de justice. Deux jours de soutien, solidarité, beaucoup d'ateliers. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura en fait une mobilisation citoyenne en Europe, et surtout en France et en Espagne. Et deuxième chose, c'est un message adressé à la France officielle, comme quoi le peuple sahraoui doit avoir son droit à l'autodétermination. Donc, la libre expression pour le peuple sahraoui pour s'autodéterminer et choisir son destin librement, c'est-à-dire l'indépendance. C'est vraiment plusieurs points. Mais parmi les points qui sont essentiels, c'est déjà les arrêts en fait, de la Cour européenne déjà, le recours qui va être fait et puis la mobilisation concernant les prisonniers sahraouis qui sont dans les geôles de l'occupant marocain. Déjà, ces 3 points ils sont importants. Et puis la position de la France qui a reconnu l'année dernière, en juillet 2024, il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ce qui est contraire au droit international, ce qui est contraire au principe de la France qui dit fraternité, liberté, égalité. Donc en fait, il est en contradiction avec ces principes. À la fin, il y a un message qui est de laisser le peuple sahraoui dire son mot sur l'indépendance. Un rassemblement symbolique sur la place de la République à Paris s'est voulu ce soir, une occasion d'appeler les autorités françaises à ne pas faire obstacle à la libre expression du peuple sahraoui, à son droit inaliénable à l'autodétermination et à la décolonisation. La France, qui selon bon nombre de manifestants présents ce soir à République, se doit de défendre haut et fort au sein des institutions européennes, du Conseil de sécurité des Nations Unies et de son Assemblée générale, les règles du droit international et les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Notre envoyé spécial à Paris, Soundous Brahimi, a couvert pour nous cette manifestation.
Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à la place de la République, en plein centre de Paris, où a lieu cette manifestation qui était prévue au fait au début comme juste une petite manifestation, mais là elle prend beaucoup d'ampleur comme vous pouvez le constater. Le slogan, comme vous pouvez l'entendre aussi, c'est il y a une seule solution à ce problème, c'est décoloniser le territoire sahraoui et solidarité avec le peuple sahraoui. Tous ici sont venus pour dénoncer ce qui se passe dans ces territoires sahraouis et surtout dénoncer cette politique de deux poids, deux mesures orchestrée par certaines puissances européennes qui prônent la liberté, qui prônent donc le respect du droit international. Donc voilà, cette manifestation vient pour clôturer les travaux de l'EU Coco dans sa 49e édition qui s'est déroulée tout au long de 2 jours ici à Paris. Voilà donc en marge des travaux de la 49e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité du peuple sahraoui, les participants ont déploré les tortures que les prisonniers sahraouis subissent aux mains de leurs tortionnaires marocains. Claude Mangin, militante française des droits de l'homme, a dénoncé justement ce samedi à Paris les méthodes utilisées par le régime du Makhzen qui continue de s'acharner sur les prisonniers politiques sahraouis et leurs proches, affirmant la poursuite de son combat jusqu'à leur libération. L'épouse du prisonnier politique sahraoui Naama Asfari a également signalé que les familles de ces prisonniers politiques sahraouis avaient subi moult représailles parce que leurs fils, leurs pères ou encore leurs frères sont considérés comme des criminels pour une justice aux ordres marocains. Et la délégation parlementaire algérienne participant aux travaux de la 49e conférence de coordination européenne et de solidarité avec le peuple sahraoui a souligné la nécessité de permettre aux Sahraouis d'exercer leur droit historique à l'autodétermination. Le député algérien de l'Assemblée populaire nationale, Saad Lanani, a salué la large participation internationale à la 49e session de cette conférence organisée dans la capitale française. L'Algérie n'est pas partie prenante du conflit. Le conflit existe entre 2 pays, 2 belligérants, c'est le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. L'Algérie soutient le droit des peuples à l'autodétermination, à disposer eux-mêmes de leur sort, à jouir de leur indépendance, comme l'a fait exactement le peuple algérien au moment de la colonisation. D'ailleurs, ce principe de colonisation est inscrit dans la commission 4 de l'ONU, comme quoi le peuple sahraoui, le Sahara occidental est le dernier pays colonisé encore avec la Palestine. Et l'Algérie, comme je venais de vous le signaler, ne constitue pas une partie prenante du conflit. C'est un pays qui souhaite aider dans la solution de ce pays entre ces 2 belligérants qui sont le Maroc et le Sahara occidental. Et la position de principe de l'Algérie est le soutien indéfectible au peuple sahraoui pour son indépendance, pour son droit à l'autodétermination et pour jouir de son indépendance nationale. Le responsable des relations extérieures de l'Union des étudiants sahraouis, Ali Ammar al-Boukhari, a réaffirmé la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résistance jusqu'à la victoire et l'indépendance. Dans une déclaration à Al-24 News, al-Boukhari a considéré que la large participation internationale à la 49e session de la conférence de la coordination européenne de solidarité avec le peuple sahraoui constituait un renouvellement de l'engagement international envers le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'obtention de ses droits légitimes. Nous, les étudiants sahraouis, croyons plus que jamais au droit du peuple sahraoui à disposer de son destin et à exercer son droit inaliénable. Cela signifie donc poursuivre la lutte et la résistance jusqu'à la victoire et l'indépendance. Il est certain que les étudiants sahraouis ont toujours joué un rôle actif dans la résistance depuis le début et nous continuons sur la même voie. Nous espérons, si Dieu le veut, que notre prochaine participation sera à la une libérée dans le Sahara occidental de la République arabe sahraoui démocratique.
Voilà donc concernant le dossier spécial ECOCO. En Algérie, l'agence de presse algérienne APS a qualifié la surenchère de certains partis politiques sur les positions internationales de l'Algérie de faillite politique et de violation flagrante de la Constitution. Dans un communiqué publié ce samedi, l'APS a affirmé que certains partis politiques étaient définitivement entrés en faillite politique en raison de leur incapacité totale à présenter un programme au peuple algérien et qu'ils avaient fait de la démagogie leur cheval de bataille pour lancer une campagne électorale anticipée en vue des prochaines législatives et municipales. L'un de ces partis surenchérit sur la position internationale de l'Algérie, ce qui est une violation flagrante de la Constitution qui attribue au président de la République l'exclusivité des prérogatives en matière de politique étrangère que lui confère le mandat populaire dès son élection. Le président ayant présenté aux Algériens à travers son programme les principes fondamentaux de la diplomatie, les politiques et approches que l'Algérie adoptera concernant tous les dossiers internationaux d'actualité. L'atteinte à la politique étrangère constitue un acharnement flagrant, non contre le président, mais contre un pays que le président incarne conformément à la Constitution. Et face à cette flagrante contradiction avec l'éthique politique, apparaît clairement l'intention de certains partis de manipuler la justice et les lois de la République pour renouer avec les mauvais usages, le clientélisme et le régionalisme exécrable définitivement révolu depuis le 12 décembre 2019. Au même moment où cela se produit, un autre parti politique fait de la démagogie sa nouvelle conception en prévision des prochaines échéances électorales locales et nationales, présentant les dispositions juridiques fondées sur les lois de la République en matière de lutte contre le discours de la haine comme étant erroné, ce qui est un indicateur dangereux quant au risque de ramener le peuple algérien à l'époque des rivalités et de la fitna, après qu'il ait dit son mot à travers l'approbation par ses représentants au Parlement de la loi sur la lutte contre la haine entre Algériens. Et certains de ces mêmes partis sont représentés au Parlement et ont voté en faveur de cette loi. Face à cette flagrante contradiction avec l'éthique politique, apparaît clairement l'intention de certains partis de manipuler la justice et les lois de la République pour renouer avec les mauvais usages, le clientélisme et le régionalisme exécrable définitivement révolus depuis le 12 décembre 2019. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Anna Tété, a rencontré vendredi à Tunis le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Naftali. Afin de discuter des derniers développements du processus politique en Libye, le ministre a exprimé le soutien de la Tunisie aux efforts déployés par la mission d'appui des Nations Unies en Libye pour faire avancer la feuille de route des Nations Unies et a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à travailler avec les pays voisins pour organiser le soutien régional en vue de stabiliser la Libye. La représentante spéciale du secrétaire général s'est félicitée du partenariat continu avec la Tunisie et de son soutien à la mission, ainsi que de l'adoption de 3 piliers de la feuille de route de la mission. Toujours dans la région, plus de 400 enfants sont arrivés sans leurs parents au camp de réfugiés de Tawila, au Soudan, au cours du dernier mois. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, ces petits Soudanais qui ont fui les violences dans l'ouest du Darfour retournent sur leur périple avec Amel Ameziane Zitouni. À l'intérieur de cette tente, des enfants soudanais jouent, chantent, dessinent. Mais dans leurs yeux se lit le chagrin, les stigmates de la fatigue, de la perte d'être chers et de la séparation de leur famille. Eux qui enfuient les violences dans l'ouest du Darfour. This tent around me. Cette tente autour de moi, ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? C'est le seul endroit sûr pour les enfants dans cette partie du camp. C'est le seul endroit où ils peuvent venir jouer. C'est le seul endroit où ils peuvent chanter, dessiner, jouer ensemble, faire un peu de foot. C'est le seul endroit où ils peuvent redevenir des enfants. C'est pour ça que c'est si important. Ces enfants de la guerre, déplacés, affamés, désespérés, victimes d'un conflit qui les dépasse, sont traumatisés, stressés et se sentent toujours dans l'insécurité. C'est pourquoi nous demandons un renforcement de l'éducation en situation d'urgence. C'est absolument vital, car de nombreux enfants subissent actuellement le traumatisme terrible d'avoir été affamés pendant 18 mois, d'avoir perdu leur maison, d'avoir perdu des membres de leur famille, d'avoir entrepris un voyage épouvantable et mortel jusqu'à Tawila et de se retrouver ensuite sans sou. C'est une question de vie ou de mort.
Arrivés à Tawila, ces petits Soudanais reçoivent un soutien psychologique de la part des travailleurs humanitaires dans les camps de déplacés. Leur état s'est amélioré, même si certains dorment encore à même le sol et n'ont qu'un seul repas par jour. Depuis avril 2023, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide se poursuivent au Soudan, provoquant ainsi l'une des pires crises humanitaires au monde. Dans l'actualité également, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur bombardement d'artillerie sur plusieurs zones à l'est de Khan Younis, coïncidant avec la reprise des frappes aériennes sur la ville de Rafah et des tirs de navires de guerre sur la plage de la région. 2 enfants sont tombés en martyrs ce samedi matin sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Bani Souhaïla, à l'est de Khan Younis, dans le sud de Raza. Et les corps des 2 enfants assassinés par les forces sionistes ont été inhumés ce matin à Khan Younis. Fadi et Goma Abouassi, 2 frères âgés de 10 et 12 ans, ont été visés par un drone alors qu'ils ramassaient du bois de chauffage pour aider leur père, qui avait déjà été blessé et se trouvait en fauteuil roulant. Au moins 354 Palestiniens ont été assassinés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hamas le 10 octobre dernier. Ils étaient allés aider leur père à ramasser du bois au rond-point d'Alem lorsqu'ils ont été abattus par un drone. J'ai été informé de la situation, alors je suis allé avec leur mère et quelques jeunes hommes. Et nous les avons emmenés à l'hôpital Nasser. Que Dieu nous donne la patience qu'il donne aussi à leur père. Ce sont des enfants, l'un de 10 ans et l'autre de 12 ans. Que Dieu ait pitié d'eux. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont ni missiles ni bombes. Ils sont allés ramasser du bois pour leur père afin qu'ils puissent allumer un feu. Et l'Agence des Nations Unies pour l'enfance a annoncé que plus de 9000 enfants dans la bande de Raza souffraient de malnutrition aiguë et au cours du mois d'octobre dernier. Dans un communiqué publié ce samedi, l'UNICEF a averti que l'arrivée de l'hiver allait accroître la propagation des maladies et augmenter le risque de mortalité parmi les enfants les plus vulnérables de la bande de Raza. Elle a demandé l'ouverture de points de passage vers l'enclave palestinienne afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire par toutes les voies d'approvisionnement possibles. Des examens nutritionnels ont révélé qu'environ 9300 enfants de moins de 5 ans à Raza souffraient de malnutrition aiguë au cours du mois d'octobre. La persistance de la malnutrition avec l'arrivée de l'hiver menace la vie et la santé des enfants dans la bande de Raza. L'hiver augmente la propagation des maladies et accroît le risque de mortalité parmi les enfants les plus vulnérables de Raza. Nous exhortons toutes les parties à ouvrir les points de passage vers la bande de Raza afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire pour toutes les voies d'approvisionnement possibles. Les violences perpétrées par les forces sionistes et les colons en Cisjordanie occupée ont explosé au cours des 2 dernières années, faisant plus de 1000 martyrs palestiniens en toute impunité. C'est ce qu'a déclaré vendredi le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme lors d'une conférence de presse à l'ONU. À Genève, Jérémy Lorenz s'est dit consterné par un incident récent survenu à Jénine où des militaires sionistes ont été filmés en train de tirer sur 2 Palestiniens. Il a constaté que les meurtres de Palestiniens par les forces sionistes et les colons de Cisjordanie occupés étaient en forte augmentation et que les responsables restaient impunis, une impunité dont bénéficient les forces de sécurité sionistes pour leur usage illégal de la force ainsi que la violence croissante des colons qui doivent donc cesser, a-t-il déclaré. Notre bureau a vérifié que depuis le 7 octobre 2023 et jusqu'au 27 novembre de cette année, les forces israéliennes et les colons ont tué 1030 Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Parmi ces victimes figuraient 223 enfants. Et suite à la recrudescence des attaques de colons sionistes contre des villages de Cisjordanie ces derniers mois, les habitants de plusieurs villages, comme celui de Sinjil, se sont organisés en comité de garde composé de jeunes principalement pour patrouiller et monter la garde, de jour comme de nuit, afin de se protéger et se défendre contre ces attaques intempestives et récurrentes. Souila Kilal.
Lampe torche et bâton à la main, les membres du comité de garde de Sinjil montent la garde. Par des températures glaciales, propres aux nuits froides du mois de novembre dans la région, ils patrouillent en rotation aux abords de leur village pour parer à une éventuelle attaque de colons sionistes. Une organisation citoyenne imposée par l'insécurité que font régner des groupes de colons violents sous la protection des forces sionistes. Les attaques des colons se sont intensifiées. Nous avons perdu plusieurs martyrs à Sinjil. Nous avons donc décidé de nous protéger. Nous n'avons qu'une lampe torche et un bâton en bois pour nous défendre. Et nous avons des téléphones pour appeler les membres du comité qui arrivent en quelques minutes. Les attaques de colons, la Cisjordanie y est habituée. Mais depuis le début du génocide sioniste à Gaza, leur nombre s'est multiplié de manière diffuse dans la région. Le village de Sinjil fait partie des régions souvent attaquées, poussant de plus en plus de jeunes à rallier le comité de garde qui compte désormais pas moins de 200 membres, prêts à défendre leur village bec et ongle. Hier, nous étions en patrouille pour vérifier la présence de colons et nous sommes tombés dans une embuscade. Il y avait plus de 15 colons qui nous ont attaqués. Heureusement, les jeunes et le comité de garde de Sinjil étaient prêts à les affronter, sinon ils auraient incendié nos maisons. Ces attaques récurrentes de colons sionistes ne sont pas fortuites. Elles s'inscrivent dans le cadre du plan d'annexation sioniste de la Cisjordanie. Mais les Palestiniens ne sont pas prêts à céder leurs terres. Avant la guerre, les forces d'occupation et leurs colons cherchaient à annexer les terres de la ville de Sinjil, comme c'est souvent le cas en Cisjordanie occupée. Après le début du conflit, des groupes de colons ont établi 4 nouveaux avant-postes au nord de la ville et un autre au sud. Ils occupent désormais plus de 1976 acres sous la protection de l'armée d'occupation. D'autres patrouilles similaires ont vu le jour dernièrement en Cisjordanie, notamment à la suite des attaques sionistes survenues lors de la récente récolte d'olives. Des attaques perpétrées sous les yeux des forces sionistes qui n'hésitent pas à tirer sur les Palestiniens. Tout autre chose à présent, une vaste attaque nocturne contre l'Ukraine est imputée à la Russie, a tué 2 personnes et en a blessé une vingtaine. Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, Moscou continue, je cite, de tuer et de détruire alors que le monde discute de plans de paix pour le conflit. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a écrit sur X, je cite, la Russie a tiré des dizaines de missiles de croisière et balistiques et plus de 500 drones sur des habitations ordinaires, le réseau énergétique et des infrastructures critiques. Fin de citation. Et des pompiers ont été vus en train d'éteindre le feu qui consumait des bâtiments à Kiev après une attaque présumée russe tôt ce matin. L'attaque a fait une victime et plusieurs blessés selon des responsables ukrainiens. Les images diffusées par les services d'urgence de l'État montrent d'importants dégâts. Il s'agit de la 2e attaque contre la capitale ukrainienne en 4 jours. 7 personnes ont été tuées mardi 25 novembre d'une salve de drones et de missiles qui aurait été lancée par la Russie selon Kiev. Le ministère ukrainien de l'énergie confirme que plus de 600 000 abonnés se sont retrouvés sans électricité après une attaque russe visant le réseau électrique de Kiev. Le communiqué du ministère ajoute que l'attaque russe nocturne a endommagé des infrastructures énergétiques et des installations électriques et gazières à Kiev et dans 5 régions à travers l'Ukraine, plongeant ainsi les familles ukrainiennes dans le noir selon ces termes. Et un important terminal pétrolier près du port de Novorossiysk, dans le sud de la Russie, a interrompu ses activités tôt ce matin après qu'une attaque de drone naval ait endommagé l'un de ses 3 points d'amarrage. À la suite d'une attaque terroriste ciblée par des bateaux sans pilote, le point d'amarrage unique numéro 2 a subi des dommages importants. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué le Caspian Pipeline Consortium, qui gère environ 1% de l'approvisionnement mondial en pétrole.
Toujours dans le même dossier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la démission de son puissant chef de cabinet Andriy Yermak, qui était également le principal négociateur du pays pour les pourparlers avec les États-Unis après que le domicile de Yermak ait été perquisitionné par des enquêteurs anticorruption. Cette perquisition sans précédent au cœur du gouvernement ukrainien a porté un coup dur aux dirigeants ukrainiens, risquant de perturber sa stratégie de négociation avec Washington. Et je vous le disais en titre, 2 pétroliers battant pavillon gambiens ont subi des explosions qui n'ont pas fait de victimes vendredi soir en mer Noire à proximité des côtes turques. Le pétrolier Kairos, à vide et en route vers le port russe de Novorossiysk, a pris feu à 28 miles nautiques des côtes turques. Un deuxième pétrolier, le Virat, a signalé avoir été touché à environ 35 miles nautiques. L'Ukraine a revendiqué samedi ces attaques de 2 pétroliers en mer Noire au large de la Turquie, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la flotte fantôme russe qui seraient, selon l'Ukraine, utilisés par Moscou pour contourner les sanctions occidentales. Et les pluies torrentielles et les inondations provoquées par le cyclone Ditwa au Sri Lanka ont tué 123 personnes, 130 autres sont toujours portées disparues. Selon le centre de gestion des catastrophes du pays, près de 44 000 personnes ont été déplacées et sont désormais hébergées dans des centres d'aide sociale gérés par l'État après que leurs maisons ont été détruites par une semaine de fortes pluies. L'aide alimentaire en provenance de l'Inde est arrivée tôt ce samedi pour participer aux efforts de secours alors que le cyclone Ditwa traversait le Sri Lanka en direction du sud de l'Inde. Les inondations, cette fois-ci dans le sud de la Thaïlande, ont fait au moins 162 morts, annonce ce soir le gouvernement thaïlandais dans un nouveau bilan portant à plus de 350 le nombre de victimes des récentes intempéries en Asie du Sud-Est. Selon le porte-parole du gouvernement, le total des morts dans les 7 provinces concernées s'établit à 162, dont 126 à Songkhla, la plus durement touchée. Et la police de Hong Kong a annoncé ce samedi que le nombre de morts suite à l'incendie qui a ravagé des gratte-ciels et qui a fait plus de 128 victimes pourrait augmenter à mesure que les fouilles des bâtiments avancent. Le nombre de personnes portées disparues a été revu à la baisse, passant de 200 à 150. L'incendie a commencé mercredi après-midi et a rapidement ravagé 7 des 8 blocs de 32 étages du complexe qui étaient enveloppés d'échafaudages en bambou et de filets verts et recouverts d'isolants en mousse pour les rénovations. Concernant la disparition signalée, comme je l'ai déjà indiqué, nous avons tout mis en œuvre pour rappeler certaines des personnes identifiées ainsi que leurs proches. Lorsque nous avons pu recontacter certains informateurs, il s'est avéré qu'ils étaient déjà en contact avec leurs proches ou amis disparus. Cependant, dans certains cas, les informations fournies étaient très limitées, voire insuffisantes. Par exemple, ils n'ont pu donner qu'un surnom ou supposer que leur ami vivait peut-être à cet endroit. Ces informations sont donc parfois insuffisantes pour poursuivre l'enquête. Mais nous continuons de contacter ces informateurs afin d'obtenir davantage de renseignements. Et en mode culture, avant de clore cette édition, la prestigieuse Fondazione Arena di Verona s'est invitée hier soir à l'Opéra d'Alger pour une soirée majestueuse entre émotion et grands classiques lyriques. Les détails, Fela Elahi. À l'Opéra d'Alger Barlem Bessayah, le public a assisté à une soirée musicale exceptionnelle. Les artistes de la célèbre Arena di Verona ont présenté un concert consacré aux plus grandes œuvres de l'opéra italien, en collaboration avec le Centre culturel italien à Alger. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre d'une coopération culturelle renforcée entre l'Algérie et l'Italie et marque le début de la tournée internationale de la troupe Arena di Verona.
Cela nous a fait beaucoup de plaisir que la reine de Vérone ait choisi la ville d'Alger pour sa première étape de son tour à l'international pour présenter la prochaine saison. Et donc c'est pour nous aussi une page importante de la coopération culturelle entre l'Italie et l'Algérie. Pour célébrer toujours le dialogue qu'il y a entre l'Algérie et l'Italie dans tous les domaines. Donc, dans les domaines culturels, on a un dialogue très important, très intéressant parce que les publics algériens aiment la culture italienne, veulent découvrir toujours plus d'aspects de la culture italienne. Donc voilà, c'était une première. Et vu l'accueil qu'on a eu, ça nous donne envie de travailler encore plus. Sur scène, les sopranos et les ténors offrent un moment mélodique, fort, plein d'émotions. Une occasion unique pour le public algérien de découvrir de près la grande tradition lyrique italienne. Je suis très heureuse d'être ici et de chanter dans cet opéra et de présenter devant le public algérien. Je suis également très fière d'être ici et de chanter pour ce nouveau public. Un répertoire d'opéra italien, c'est aussi pour moi l'occasion de découvrir une culture différente. Je pense que la musique est un langage universel. Dans la salle, les spectateurs ont salué la qualité artistique du spectacle, heureux de vivre une soirée dédiée à la musique classique et à la rencontre entre les cultures. C'est une très belle soirée, vraiment tout le monde était ravi d'être ici. On a pu voyager, aller en Italie presque, à Vérone, en plein milieu des arènes, avec ces beaux spectacles d'opéra. Et je pense qu'on a vu surtout un public algérien fantastique, qui s'est amusé, qui a applaudi. Nous avons vécu une soirée extraordinaire. Merci pour les organisateurs. Nous avons été enchantés. Il y a eu un bel échange entre le public et les sopranos et les ténors. Donc c'était sympathique. Écoutez, d'abord c'est un plaisir, c'est un honneur. Ça nous permet de connaître la culture italienne et aussi de voyager. Franchement, on a voyagé à Vérone. Une soirée musicale qui rapproche les deux pays et confirme la volonté d'ouvrir l'Opéra d'Alger à de grandes collaborations artistiques internationales. Et c'est avec ces belles notes qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.